Salutations, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo point bilan lecture sur mes lectures de l'été. Sachant que comme il y avait quand même pas mal de livres, j'ai divisé ce point lecture en deux parties. Donc dans cette première partie, je vais vous présenter tout ce qui est roman, et dans une autre partie qui viendra un peu plus tard sur la chaîne, je vous présenterai tout ce qui est essai, non-fiction, etc. Alors le premier livre dont j'aimerais vous parler, c'est Andisland de Victor Hugo. Ce livre était dans ma pile à lire de l'été, donc dans les livres que je prévoyais de lire cet été, et donc celui-ci, je l'ai lu, ça fait partie des rares que j'ai lus en fait de ma pile à lire, donc ça méritait d'être souligné. Dans Andisland, on va suivre un groupe de personnages qui vont, comme très souvent chez Victor Hugo, avoir des intrigues qui vont s'entrecouper en permanence, et en même temps des destins singuliers et parallèles. C'est-à-dire qu'on va d'un côté suivre le fils du vice-roi du royaume de Norvège et de Danemark, qui est destiné à épouser la fille d'un chancelier, enfin d'un haut dignitaire quoi, du pays, mais qui en fait est amoureux d'une autre femme qui est au contraire la fille d'un renégat, donc déjà c'est un petit peu compliqué. On va également en parallèle suivre l'histoire de cette fille-là, donc de cette fille de renégat et de son père qui a été victime d'une machination et qui depuis purge une peine de prison depuis 40 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et encore en parallèle, on va aussi suivre l'histoire du bandit, qui a d'ailleurs donné son titre au roman, Andisland, qui est un mi-homme, mi-démon, qui terrorise la région, qui se nourrit de chair humaine, qui a un ours apprivoisé, enfin, qui fait peur à tout le monde, quoi, en gros. Ce qui fait qu'on est quand même face à une intrigue qui est assez compliquée, dans laquelle il y a pas mal de péripéties, il y a pas mal de relations un petit peu compliquées, mais qui se vit, en fait. Andisland, ça fait partie, je trouve, des romans de Victor Hugo dans lesquels il n'y a pas tant d'idées. Alors il y en a quand même, il y a des réflexions sur la politique, ne serait-ce qu'avec cette joute politique, cette machination, etc. On sent déjà en germe une vraie interrogation sur le pouvoir politique que Hugo développera ensuite beaucoup plus dans des textes comme Les Misérables, L'Homme qui rit. Mais c'est vrai que là c'est encore en germe et ça passe plutôt au second plan. On est plutôt dans ces livres dans lesquels on se prend dans cette histoire, dans lesquels on suit ces personnages. On retrouve également La Plume de Victor Hugo, alors elle aussi un peu en germe, c'est moins envolé, c'est moins emphatique, c'est moins grandiose que ce qu'il fera ensuite, mais c'est déjà là, il y a déjà des phrases qui sont juste belles à lire, voilà, comme très souvent avec Victor Hugo où on se dit « Waouh, c'est beau !» Que ça veuille ou que ça ne veuille pas dire quelque chose, c'est juste beau. Donc voilà, c'est vrai que bien sûr, c'est pas le meilleur roman de Victor Hugo, c'est pas le livre par lequel personnellement je conseillerais de débuter avec Victor Hugo, mais si vous aimez Victor Hugo, ou si vous aimez ou vous avez envie d'un roman d'aventure, d'un roman dans lequel voilà, on ouvre le livre et puis on se prend au jeu, on se prend dans les intrigues, on suit les personnages, et donc il n'y a pas beaucoup d'efforts en fait à faire, il y a juste à suivre, à se laisser porter, je vous le conseille. C'est vrai qu'il n'est pas très connu, mais il est vraiment excellent, et moi en tout cas j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ensuite je me suis attaquée cet été à un très gros pavé. C'était l'occasion, j'avais le temps, je pouvais me mettre des après-midi entières dans mon hamac, donc j'en ai profité et j'ai lu Ulysse de James Joyce, qui est énorme. Tout vous dire, il est tellement énorme qu'il est même lourd à porter, et que pendant ma lecture, à certains moments, j'avais mal au poignet. Voilà, comme ça vous savez tout de mes déboires de lectrice. Honnêtement, Ulysse, c'était un livre où, jusqu'à très récemment, je m'étais dit que probablement que je ne le lirais jamais, parce que c'est un livre dont on entend qu'il est totalement illisible, dont on entend que tout le monde finit un jour par l'abandonner, etc. Donc je m'étais fait une raison, je m'étais dit bon, c'est pas fait pour moi, je ne le lirai jamais. Et puis je ne sais pas trop pourquoi, je pense qu'il y a eu une multitude d'événements, j'ai dû le voir passer, on a dû m'en parler. Quand je l'ai vu à la librairie cet été, je me suis dit bon, je vais me lancer. Donc Ulysse, il n'y a pas vraiment d'histoire, en réalité c'est un jour dans la vie de 3 personnages. Donc ce jour qu'a choisi James Joyce, c'est le 16 juin 1904, je vérifie, oui c'est ça, à Dublin, et on va suivre Léopold Bloom, Stéphane Deladus et Molly Bloom. Et en fait quand je dis qu'on va les suivre, c'est pas vraiment les 3 vont faire leur journée, on va les accompagner dans leur journée et les regarder faire les courses et rencontrer des gens, c'est plutôt, ils vont marcher dans Dublin, ils vont effectivement aller travailler, alors pas trop aller faire des courses, plus aller boire des coups à la taverne, ils vont se croiser, ils vont se séparer, et surtout ils vont penser. En fait, Ulysse, c'est 1200 pages dans la tête de 3 personnages, ce qui est déjà un postulat
particulier mais intéressant, je trouve. T'es un peu titillé, t'as quand même un peu envie de savoir comment ça va se passer. Et donc Ulysse, c'est pas tant le récit de la vie de 3 personnages dans le Dublin du début du XXe siècle que un véritable travail au niveau du style, au niveau donc de l'écriture, de l'énonciation, sur ce qu'est le monologue intérieur, sur comment l'humain pense. En fait, James Joyce essaye pendant 1200 pages de faire comme si son écriture pensait, comme si son écriture était une sorte de gigantesque monologue intérieur. C'est, en tout cas selon moi, un moment à part dans un parcours de lecteur, un parcours de lectrice. C'est-à-dire que moi, ça faisait quelques mois maintenant que j'avais un petit peu de mal à trouver des romans traditionnels, entre énormes guillemets, qui me plaisent et où vraiment je sois impliquée. Alors, j'en lis et j'en apprécie, je vous en ai présenté là, j'en ai 2 autres après dont il faut que je vous parle et qui sont très très bien. Mais c'est vrai que j'avais envie de renouveau, comme dans toutes les sphères de sa vie, il y a des moments où on a envie voilà, de changer, d'avoir quelque chose de différent. Et je pense que Ulysse m'a apporté ça et donc a été le livre dont j'avais besoin au moment où j'en avais besoin. C'est-à-dire que bien sûr que ça a été une lecture à certains moments très difficile, même quasiment incompréhensible. Bien sûr aussi que c'est un livre dont je n'ai pas tout compris, que ce soit au niveau de l'énonciation, il y a des moments où j'étais totalement perdue, il y a des chapitres où voilà, j'ai vécu quelques instants de solitude, n'est-ce pas? Bien sûr aussi que je n'ai pas compris toutes les références, que ce soit les références à l'univers de Ulysse d'Homère, que ce soit les références à la politique irlandaise, à la question de l'Irlande et tout ça, même si ça n'était pas une lecture parfaite, c'est-à-dire pas une lecture où tu peux cocher toutes les cases de ça y est, j'ai compris tout ce qui s'est passé, j'ai compris toutes les références, j'ai compris tout ce qu'on essayait de me dire. C'était une lecture qui proposait quelque chose et j'étais contente en fait de vivre cette expérience et je pense que c'est en tout cas selon moi, l'attitude qu'il faut avoir vis-à-vis d'Ulysse. C'est-à-dire que si on entre dans ce livre un peu en bon élève, en se disant « Oh là là, il faut absolument que chaque référence je l'ai, que chaque truc il évoque je l'ai, il faut que je ne sois jamais perdue », oui, très vite on va se sentir dépassé parce que c'est un peu fait pour qu'on soit dépassé et ce qui fait l'intérêt d'Ulysse, c'est aussi que on est toujours sur une ligne et il y a des moments où on tombe et où on se dit je ne sais pas où je suis, mais il y a d'autres moments où on vit vraiment des épiphanies, où on a l'impression de vivre quelque chose. Voilà, je sais pas trop si j'ai été très très claire, c'est très compliqué de parler de ce livre, mais je vous engage, peut-être pas à le lire tout de suite, parce que si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment et ça sert à rien, mais à le garder dans un coin de votre tête, et peut-être qu'un jour, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 2 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 50 ans, vous vous direz, ouais, pourquoi pas essayer Ulysse. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé et je suis très contente de l'avoir lu et je vous le recommande du coup. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais à terme, une fois dans votre vie, peut-être, je vous le recommande. Et donc après ma lecture d'Ulysse, j'ai rebasculé sur du beaucoup plus traditionnel puisque j'ai décidé de lire Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Alors, c'est le seul livre, le seul roman qui fâche, voilà, de mon été, ce qui est déjà bien. Enfin, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul roman qui m'a pas trop convaincue. J'ai eu un peu de mal. J'ai pas eu de mal au début, j'ai beaucoup aimé le début de Tartarin de Tarascon, parce que le personnage de Tarascon, de Tartarin de Tarascon, est un personnage très attachant, voilà. C'est une sorte de réécriture à la sauce du 19e de Don Quichotte, et puis Daudet a un rapport à lui que moi j'aime beaucoup en littérature, c'est-à-dire un peu doux amer. D'un côté on sent qu'il a une vraie tendresse pour lui, mais de l'autre côté il trouve un peu stupide, voilà. Par moments il n'hésite pas à se moquer de lui et puis à lui faire vivre des aventures pas très cool. Donc ça c'était vraiment super et le moment qui se passe à Tarascon, donc vraiment la situation initiale, était très agréable à lire et je me suis dit waouh, ça va être une belle découverte, une bonne petite lecture. Et puis le livre avançant, alors qu'en plus il n'est pas très long, j'étais de moins en moins convaincue pour plusieurs raisons. La première, c'est les longueurs. Alors, le livre fait 200 pages, je crois. Un peu plus ? Non, 200 pages. Même pas 200 pages. 180... Ouais, 181 pages. Ce qui n'est pas beaucoup. Et pourtant, j'ai ressenti des longueurs. Il y a des péripéties dont je me serais bien passée, des réflexions dont je me serais bien passée aussi, des moments dans lesquels j'étais pas trop prise. Et l'autre problème qu'il y a, selon moi, avec Tartarin de Tarascon, c'est que c'est un livre qui a un peu vieilli. C'est un livre qui sent un petit peu le vieux. C'est-à-dire que, alors, déjà dans son intrigue, Tartarin de Tarascon, c'est Tartarin,
le super-héros de Tarascon. Voilà, c'est le meilleur chasseur de casquettes, c'est celui que toutes les femmes s'arrachent, etc. Enfin, encore une fois, c'est un peu doux amer, hein, c'est un peu un faux héros, mais voilà, c'est celui que Tarascon considère comme étant son meilleur élément, et Tartarin part du coup en Algérie pour chasser le lion. Donc déjà, l'intrigue de base est un peu vieillotte, enfin est très marquée quand même du contexte de son écriture, très colonisation, voilà. Déjà, ça amène son lot de petites remarques qui, à certains moments, font un petit peu sursauter, qu'il faut remettre dans le contexte, mais qui font quand même un petit peu sursauter. Et aussi, ça crée, en tout cas moi ça a été le cas, une distance entre les personnages, l'auteur, et de l'autre côté, la lectrice que je suis. C'est-à-dire que c'était tellement en fait marqué dans un contexte colonial, dans un contexte orientaliste, que je me sentais un peu à côté, en fait, j'étais pas trop dans leur truc, et plus le livre avançait, plus on s'axait sur la chasse au lion en Algérie, et donc plus je me sentais pas dedans, en fait, et c'est ce qui, lié encore une fois aux quelques longueurs qu'il y a, fait que j'ai eu du mal avec ce livre. Donc je suis quand même allée jusqu'au bout, je l'ai quand même terminé pour le personnage de Tartarin de Tarascon, parce que c'est quand même un personnage que j'aime bien, et puis aussi parce que c'était pas très long, donc je me suis dit bon, on va quand même le terminer. Mais malheureusement, ça n'a pas été une très très belle découverte. Bon, c'est le seul livre de cet été que j'ai vraiment pas aimé, mais voilà, j'ai pas adhéré au truc. Ça m'a pas plu, voilà, ça arrive hein, en littérature, et c'est pas très très grave au fond. Ensuite, j'ai lu 2 livres du même auteur, puisque j'ai lu ces 2 textes d'Éric Vuillard. Donc il y a Congo et il y a Tristesse de la Terre. Éric Vuillard, c'est un auteur dont je vous avais déjà parlé sur la chaîne dans le cadre d'un vlog lecture. J'avais lu 14 juillet que j'ai adoré. Je pense que pour l'instant c'est toujours mon préféré de l'auteur, donc n'hésitez pas à aller voir ce vlog lecture, et puis aussi et surtout à lire 14 juillet. Et c'est un auteur qui est connu pour prendre à chaque fois dans ses textes des moments historiques assez divers, et utiliser le pouvoir de la littérature, le pouvoir du roman en termes d'identification et d'humanisation pour travailler sur ces moments historiques, et pour faire en sorte que son lecteur et sa lectrice aient un œil neuf sur ces moments historiques. Et donc là, dans ceux que j'ai lus cet été, on a d'un côté un qui est sur la colonisation, donc c'est Congo, c'est le premier que j'ai lu. Malheureusement, c'est pas du tout mon préféré d'Éric Vuillard, parce que il est, je pense, trop bref. Il fait moins d'une centaine de pages, et c'est vrai que même si j'adore la plume de Vuillard, même si j'adore sa façon de concevoir les êtres humains et l'histoire, en moins de 100 pages, on est un peu sur sa fin, et il y a moins d'occasions d'être percutant qu'en un peu plus de pages. Néanmoins, c'est un livre qui est quand même très intéressant. On va partir de la conférence de Berlin de 1884, qui est la conférence lors de laquelle je sais plus exactement quel pays était en jeu, mais plusieurs pays européens se sont littéralement partagé l'Afrique en fait sur une carte, et c'est la conférence lors de laquelle a aussi été créé le Congo, qui était à la base une simple société qui avait été demandée par Léopold II, le roi des Belges. Donc déjà ça vous donne une ordre d'idée du merdier que c'était, et de l'inhumanité que c'était aussi, hein, créer un pays en société pour le compte d'un roi, c'est quand même pas le truc le mieux hein, qui a été fait dans l'histoire des êtres humains, n'est-ce pas? Et donc dans Congo, Vuillard va partir de cette conférence, et ensuite il va, dans plein de petits chapitres, prendre le destin de plusieurs hommes qui ont participé à cette colonisation, et également le destin de certains colonisés, qu'il va à chaque fois mettre en miroir. Et c'est ça qui est très bien dans ce livre, cette espèce de patchwork de portraits. Ça fait qu'on a un résultat final qui est très intéressant, dans lequel on a vraiment des voix qui s'entrecroisent, qui se répondent, et on arrive quand même si c'est un peu court et que j'ai été sur ma faim, à avoir quand même quelque chose d'assez complet. Et donc le second livre que j'ai lu d'Éric Vuillard cet été, c'était Tristesse de la Terre, une histoire de Buffalo Bill. Donc celui-ci c'est sur la fin de la conquête de l'Ouest, et c'est vraiment un des livres de Vuillard que j'ai préféré pour l'instant. En fait, c'est un livre dans lequel il va mettre en relation d'un côté des moments de cette fin de conquête de l'Ouest et de ce massacre, parce qu'on peut véritablement parler d'un massacre des Indiens.
et en parallèle du récit de ces événements, le spectacle de Buffalo Bill qui mettait en scène cette conquête de l'Ouest. Et c'est ça qui est vraiment extrêmement intéressant dans ce livre. En fait, c'est une réflexion sur le divertissement déjà, le divertissement dans le cadre d'une société de consommation aussi, et la manière dont le divertissement va se saisir d'une réalité historique, là en l'espèce c'est la fin de la conquête de l'Ouest, et va le retravailler, et en le retravaillant, en faisant de cette réalité historique un divertissement, on va donner une certaine lecture de l'histoire, on va instrumentaliser l'histoire, et ce pour très longtemps en fait, et en profondeur. Et ce qui est du coup assez intéressant quand on lit ce livre, c'est que au-delà du récit, alors qui est là encore assez glaçant comme souvent chez Vuillard, de ces massacres, de ces exactions, et puis du cynisme qu'il y avait à employer des Indiens qui venaient d'échapper à un massacre pour jouer leur propre malheur sur scène, il y a une réflexion plus générale sur la manière dont on met en scène notre histoire et le recul que l'on doit avoir face à ces mises en scène de l'histoire. C'est-à-dire qu'au-delà du spectacle de Buffalo Bill, c'est aussi nous, à notre époque, qui sommes visés, c'est nos propres divertissements, c'est le cinéma, c'est la télévision, c'est tout ce qui est lié au divertissement, et la manière dont ces médias vont mettre en scène l'histoire. Ce qui fait que c'est un livre que j'ai trouvé vraiment génial, parce que j'ai retrouvé ce que j'adore chez Vuillard, ce que j'ai adoré dans Congo, ce que j'avais adoré dans 14 juillet, et en plus, cette question qui dépasse le simple événement historique et qui est très très actuel. Voilà. Et lentement mais sûrement nous arrivons au dernier roman de mon été, c'est ce livre aussi, donc c'est un contemporain, c'est L'équilibre du monde de Rohinton Mistry. Donc L'équilibre du monde, c'est un livre qui se centre autour de 4 personnages. Il y a une jeune veuve qui s'appelle Dina, il y a un jeune étudiant en congélation, et il y a deux tailleurs qui appartiennent à la caste des intouchables, et les hasards et les malheurs de la vie vont faire que ces 4 personnages vont se retrouver réunis dans un appartement, dans une ville alors qui n'est jamais nommée mais qui je pense est New Delhi, pendant plusieurs mois. Et donc à partir de ces 4 protagonistes qui viennent de milieux très différents, qui ont chacun eu leur lot de malheurs, leur lot de complications, et puis qui portent aussi chacun leur vision du monde. Mistry va déjà faire un grand et un beau portrait de l'Inde contemporaine, de l'Inde post-indépendance, et également mettre en scène les êtres humains, à la fois dans ce qu'ils sont capables de faire de plus terrible, dans les coups bas qu'ils peuvent se faire, dans la lutte pour la survie dans laquelle ils sont pris et qui peut les pousser au pire, mais également dans ce qu'ils sont capables de faire de plus beau, dans les liens, les beaux liens de solidarité que nous sommes capables de créer. Et il y a cette sorte de balance, c'est pour ça que je pense que le livre s'appelle L'équilibre du monde, entre ces deux aspects. C'est un livre qui est assez fort sur le plan émotionnel, et c'est ça qui est très notable dans ce livre. On n'est jamais déjà dans du pathos, on ne force pas les larmes de son lecteur, les larmes de sa lectrice, on ne fait juste que nous montrer la réalité. L'auteur nous donne 4 vies, et on les prend et on en fait ce qu'on a envie, parce que en plus de cette absence de pathos qui est plutôt agréable, il y a aussi une absence de jugement. On n'est pas là pour distribuer les bons points et les mauvais points, on n'est pas dans un jugement moral, il n'y a jamais de jugement moral qui est émis. Et c'est vrai qu'à part un protagoniste qui pour le coup est vraiment très négatif, c'est vraiment un salopard fini. Les autres personnages, que ce soit les 4 personnages principaux ou les personnages secondaires qu'il y a autour, sont, j'allais dire ambivalents, mais le terme d'ambivalence est négatif, donc je vais plutôt dire nuance, parce que ça n'a pas une connotation négative comme ambivalence. Sont tout en nuance parce qu'ils sont humains, donc ils ont leurs défauts, leurs gros défauts, ils font des erreurs, beaucoup, souvent, mais ils ont aussi leurs qualités, ils ont aussi leurs bonnes actions, et c'est un peu... C'est ce qui est un peu triste dans ce livre, mais c'est ce qui résume ce livre. Ils sont tous dans une espèce de lutte pour la survie. Ils vivent tous très mal, ils ont tous de grosses difficultés, et donc tout ce qu'ils font, ils le font pour continuer à avancer comme tout à chacun. C'est terrible, mais c'est malheureusement la cruelle réalité, et c'est bien d'avoir ce type de livre pour le rappeler, et aussi pour faire en sorte qu'on s'identifie
à ces personnages-là, qu'on se soit impliqué avec eux dans leur vie, qu'on ait vu d'où ils viennent, ce qu'ils ont fait avant, ce qu'ils ont subi avant, pour nous forcer, ou en tout cas nous aider à avoir un peu de recul vis-à-vis des autres, vis-à-vis de leurs actes. Donc c'est un livre qui pour moi vaut vraiment le détour, d'autant plus que au-delà de ça, de toutes ces idées dont je vous ai parlé, on se prend vraiment dans l'histoire. C'est un des livres que j'ai lu le plus rapidement cet été. J'étais totalement prise dedans, et en plus on est pris dedans et on apprend des choses et on vit quelque chose et on en ressort avec quelque chose, donc ça c'est vraiment génial. Et c'est donc là-dessus que va s'achever cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura fait découvrir ou redécouvrir des titres et surtout qu'elle vous aura donné envie de les lire. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là tout le mal que je vous souhaite c'est de faire de très bonnes lectures. Salut!